Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour le 4e apéro-débat organisé par le FNJ Lille Métropole. Je tiens à remercier tous les militants, les sympathisants qui ont contribué et qui contribuent ce soir à l'organisation de cette soirée. Celles et ceux qui m'ont accompagné aujourd'hui peuvent en témoigner, c'était une sacrée journée pour préparer la salle, etc. Je pense qu'on peut les applaudir chaleureusement. Alors avant de donner la parole à notre invité, deux jeunes du FNJ vont témoigner et vont expliquer les raisons pour lesquelles ils sont engagés en politique, et notamment au Front National. Donc j'appelle Éric Richard qui va témoigner pendant une minute ou deux. Voilà. Jeunes de France, nous avons une chance immense de vivre en France, d'avoir accès à l'éducation, de vivre dans un pays où l'individu est libre et où le niveau de vie, malgré les inégalités, est beaucoup plus haut qu'ailleurs. Cette prospérité et cette liberté ne sont pas arrivées en France par hasard. Si nous sommes aujourd'hui une nation libre, puissante et riche, c'est grâce au travail et au génie de nos aînés. Si la France est la France, c'est grâce au travail acharné de nos ancêtres, paysans, ouvriers, mineurs, artisans, qui ont fait la richesse de notre pays. Si la France est la France, c'est grâce à nos artistes, qui ont fait au cours des siècles la France, le pays de l'art et du raffinement. Si la France est la France, c'est également grâce à l'inventivité de nos chercheurs, qui ont mis notre nation parmi les plus avancées de ces deux mondes. Si la France est la France, c'est aussi grâce au courage de nos arrière-grands-pères qui, voici bientôt un siècle, montés au front dans l'enfer des tranchées, se sacrifiant par milliers pour faire en sorte que la France soit ce qu'elle a toujours été, une nation de femmes et d'hommes libres. Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier tout ce que nos ancêtres ont fait pour nous. Cet héritage est un trésor. Le conserver, un devoir. La France est une œuvre collective, une communauté de destin, unie par une même vision de l'homme et de la liberté. Les dirigeants de l'UMPS et leurs alliés ont montré lors du traité de Lisbonne qu'ils n'écoutaient le peuple français qu'uniquement lorsqu'il était d'accord avec eux. Vous l'aurez compris, ils ont une très haute idée de la démocratie. La liberté du peuple français à disposer de lui-même est en danger par des transferts de souveraineté massifs à Washington via l'OTAN, à Bruxelles et Berlin via le processus destructeur de construction européenne. Notre grand peuple, jadis regardé de le monde comme une nation libre, était écouté justement parce qu'il était libre et apportait sa propre vision du monde, de l'homme et de la liberté. Aujourd'hui, il est à genoux, muselé par ses nouveaux maîtres non élus, les lobbies, les capitales étrangères. Les jeunes engagés au Front National ont une autre idée de la liberté, de la souveraineté de la nation et du combat perpétuel qui les oppose aux États étrangers, multinationaux et autres lobbies en tout genre. Si nous nous battons jour après jour face aux insultes, au mépris et même parfois aux coups de nos adversaires, c'est parce que nous voulons faire en sorte que la France reste ce qu'elle a toujours été, une grande nation. Hier, en envoyant 24 députés patriotes au Parlement européen, les Français ont fait un message fort. Ils ne veulent plus de ce projet fédéraliste ni de cette austérité dévastatrice. Jeunes de tous âges, il ne faut pas se contenter d'attendre passivement que votre pays vous offre votre avenir et votre place. C'est à nous aussi
de créer l'avenir de notre pays. Au nom de nos aïeux, pour nos enfants et au nom de notre pays, il faut préserver cet héritage. Pour cela, jeunes de France, il faut que nous ayons foi en nous, en notre patrie, qu'on se batte jour après jour pour faire changer les choses et pour que vive ce vieux et beau pays qu'est la France. Merci pour ce beau discours. On va maintenant écouter Damien Nicolas, on peut l'applaudir. Mes chers amis, honoré de prendre la parole ce soir, davantage encore de la prendre devant Marion Maréchal, qui représente pour nous tous un modèle d'engagement à atteindre. Le mien, au sein du FNJ, date d'hier, puisque je l'ai rejoint depuis les municipales. Issu d'une famille populaire, habitant d'un village picard de 1000 habitants, j'habite à Lille depuis moins d'1 an et pourtant, à travers mes rencontres, mon vécu de jeune étudiant, je me suis retrouvé confronté à beaucoup de maux dont souffre notre société et que notre jeune âge peut parfois biaiser la représentation. Au sein du FNJ, et donc du Front National, j'ai rencontré une grande famille, pas toujours unie, pas toujours simple à vivre, mais toujours aimante, où chaque individualité fait notre fierté commune. Quand je regarde cette salle, je vois des centaines de personnes, mais j'aperçois surtout des cœurs vaillants, honnêtes et droits. Ce qui nous caractérise dans nos engagements, c'est la fidélité envers nos idées, la défense d'une terre multiséculaire, peut-être l'une des plus brillantes civilisations. Ton engagement, Marion, a pris un autre tournant. Plus jeune députée de l'histoire de France, ton combat se joue maintenant dans l'arène politique, au service même de nos concitoyens. Ce qui caractérise mon engagement au sein du FNJ, c'est avant tout, je crois, l'amour de la liberté. Et j'aimerais citer cette phrase de Jean-Marie Le Pen qui disait en 1988 « Les peuples méritent que la liberté qu'ils savent défendre ». Il revient donc à nous, jeunes du FNJ et anciens du FN, d'être le fer de lance de notre liberté et de nous battre pour elle. Mes chers amis, jusqu'à hier soir, les militants du Front National étaient dénigrés par la classe politique tout entière. Depuis plus de 40 ans, les médias du système n'ont eu de cesse de nous combattre par tous les moyens. Il aura fallu bien du courage aux plus anciens d'entre nous pour ne pas baisser les bras malgré les montagnes d'adversité et d'ostracisme qui les entouraient. Ils ont su garder l'espoir et ils avaient raison d'y croire. Car, n'en déplaise aux mondialistes, le Front National est devenu hier soir le premier parti de France. Oui, notre peuple vient d'en décider et force est de constater que le système UMPS a échoué dans sa stratégie diabolique consistant à désintéresser la jeunesse de la politique. Cette jeunesse a ouvert les yeux et s'est exprimée clairement en criant haut et fort qu'elle voulait se battre pour son identité et son avenir. Ce soir, c'est une jeune femme remplie de talent qui vient à notre rencontre. Son intelligence n'a d'égal que sa beauté. Elle incarne magnifiquement cette jeunesse française qui lutte pour sa liberté et représente avec beaucoup de courage et de dignité
notre mouvement à l'Assemblée nationale. Au FNJ Lille Métropole, nous sommes extrêmement fiers et honorés de la recevoir pour la toute première fois dans notre région. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers amis, je vous demande d'accueillir chaleureusement la plus jeune députée de l'histoire de France. Avec des introductions flatteuses comme celle-là, je crois que je suis très honorée. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis d'autant plus honorée qu'elle me vient de la jeunesse de notre mouvement, même si je constate ce soir qu'il y a des moins jeunes et c'est un plaisir de les recevoir également. Tu as en effet ouvert intelligemment le discours, puisque tu as précisé que nous étions donc 24 députés. Il serait judicieux également de rappeler qu'il y a 3 pays seulement au sein de l'Union européenne qui ont placé des partis patriotes à leur tête, le UKIP en Angleterre, le Danemark et la France. Et je crois qu'en cela, nous sommes fidèles à cette expression qui nous caractérise, qui veut que la France soit la nation des âmes, des armes et des êtres. C'est-à-dire que c'est vrai, nous avons, pour certains, peut-être été moins une grande puissance économique que d'autres, mais en tout cas, nous avons, nous, ce génie culturel, ce génie spirituel, ce génie militaire aussi, qui a fait que nous avons su porter notre culture au-delà de nos frontières. C'est en cela que réside le génie de la France, et je crois que grâce à vous, et grâce au Front National, nous sommes en train de revenir sur ce destin qui est depuis des siècles déjà le nôtre, car je crois sincèrement que nous avons ouvert une brèche en Europe. Nous avons ouvert une brèche, ouvert une voie, ouvert un espoir pour l'ensemble des pays européens, car croyez-moi, le sentiment de malaise, de déclassement qui caractérise les peuples dans cette Union européenne a du mal à s'exprimer. Et je crois que nos résultats vont en décomplexer certains, car je crois que la France, depuis toujours, a justement la capacité d'entraîner les peuples vers quelque chose de nouveau. Je crois qu'en cela, nous avons aujourd'hui beaucoup d'honneur, beaucoup de responsabilités sur nos épaules. Soyons-en dignes. D'autant plus dignes que, je crois que c'est Balzac qui disait, en période de crise, le cœur se brise ou se bronze. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à choisir de le briser, soit par la soumission, le silence, le conformisme, qui, il faut bien le dire, est encore malheureusement l'apanage de beaucoup de nos concitoyens, ou alors de le rendre de bronze en faisant le choix, comme beaucoup de Français hier, de résister, de demander autre chose. Et je dois dire que sincèrement, je pense qu'en cela, la jeunesse de France a un mérite particulier, car je la crois moins armée que ses aînés pour avoir la lucidité sur la situation et le courage de réagir. Je le pense sincèrement parce que nous sommes une génération sacrifiée, sacrifiée déjà en termes d'héritage et de connaissances. Nous n'avons malheureusement pas le bagage historique, culturel qu'ont pu avoir nos aînés. Nous avons grandi dans un monde où le patriotisme, l'amour des siens, de ses valeurs et de sa culture était réactionnaire, était ringardisé, où notre seule perspective finalement c'était de pouvoir acheter l'iPhone 5 ou de regarder les anges à la télé-réalité, d'avoir plus de 10 000 followers sur Twitter ou des amis sur Facebook, même si c'est satisfaisant, on va dire, le soir en rentrant, c'est quand même une perspective qui est assez relative. Et je crois qu'aujourd'hui, cette lucidité est exceptionnelle, car pendant des années, l'Union européenne nous a été vendue comme une chose inéluctable, comme une forme de sens de l'histoire fataliste auquel on pouvait échapper, puisque finalement, dans leur esprit, l'Union européenne, c'est l'Europe. Et que l'Europe étant une vérité
historique, géographique, culturel, civilisationnel même, intangible dans son héritage, eh bien, on ne pouvait aller à son encontre. Or, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais cette Union européenne reflète assez peu ce que l'Europe a de propre. Je pense à l'héritage de l'Empire de Charlemagne, je pense au XIIIe siècle, à ses cathédrales et ses universités, je pense à la conscience européenne face à l'Empire ottoman, je pense à l'Europe de Gaulle, je pense à l'Europe des Lumières, où l'ensemble des cours de France parlaient français. Voyez-vous dans cette Union européenne une référence à ce que nous avons de commun? Voyez-vous dans cette Union européenne une référence à cette histoire? Jamais. Absolument jamais. Il suffit d'ailleurs de regarder les billets de l'euro pour voir les espèces de structures vides de sens qui ne se rapportent à rien de ce qui est censé justement constituer notre passif européen et ce que nous avons en commun. Alors on nous dit oui, mais on nous appelle à la fraternité au sein de cette Union européenne en permanence. Il n'y a qu'un malheur, c'est que la fraternité, ça vaut d'ailleurs au sein même d'une nation, ça ne se décrète pas politiquement. Ça se vit, ça se ressent, c'est un affect. Or, pour développer un sens de la fraternité qui est assez instinctif chez chacun d'entre nous, évidemment plus à l'égard de notre famille que de nos voisins, plus à l'égard de nos voisins que d'un étranger, eh bien il faut avoir le sentiment de partager quelque chose en commun, des valeurs communes, avoir le sentiment d'avoir quelque chose en commun par rapport à l'autre. Or cela, l'Union européenne nous en prive, puisque par nature, elle se veut construite sur rien et sur une perspective uniquement commerciale, technique, dépourvue d'âme et d'identité. J'irai même plus loin, puisque la construction de l'Union européenne, non seulement est vide dans sa substance, mais en plus elle est fausse dans son histoire. C'est-à-dire qu'on nous vend l'Union européenne, alors déjà on dit l'Union européenne c'est l'Europe, c'est faux, puisque l'Union européenne n'est qu'un simple régime, et les régimes on peut en changer et les faire évoluer fort heureusement. On nous dit l'Union européenne c'est la paix, en permanence on nous assène de cet argument, cherchant à faire croire que finalement les gens qui seraient pour la prédominance de la souveraineté sur une construction supranationale seraient forcément pour la guerre, ou pour la division entre les peuples. C'est faire une confusion extraordinaire entre la nation et le nationalisme. De la même manière, le nationalisme c'est un dévoiement de la nation, ça n'est pas la nation. Et d'ailleurs, on peut constater que les grands conflits européens sont moins dus à des nationalismes que des impérialismes, quand on regarde bien. Donc ça, c'est un mensonge, et c'est un mensonge également dans l'histoire même originelle de cette Union européenne. C'est-à-dire qu'on nous a dit, oui, l'Union européenne, dès l'origine, était construite dans une espèce d'utopie bienveillante, quasi philanthropique, avec cette espèce de figure, aujourd'hui au Panthéon, je pense à Jean Monnet, que bien peu d'entre nous connaissent, et pourtant, qu'est-ce qu'on nous assène avec Jean Monnet? Jean Monnet, je ne sais pas si vous connaissez un peu le personnage, c'était un homme d'affaires, proche des milieux financiers anglo-saxons, un fervent admirateur de la culture américaine, proche d'ailleurs également des réseaux politiciens de Washington, et qui, dès le projet originel de la construction européenne, n'a jamais caché le dessein. Lui-même expliquait dès l'origine qu'il était pour un mode de gouvernance, c'est-à-dire qu'il voulait dépolitiser justement ce système politique pour arriver à une forme de direction uniquement technocratique à vocation purement économique. Et cela, et le tout, et pareil, il ne le cache pas dès l'origine, sous domination américaine, puisque dès le départ, en réalité, cet homme était un homme de confiance des réseaux politiques et d'affaires américains. C'est-à-dire que l'homme que l'on nous vend comme le père fondateur de l'Union européenne, dès l'origine, avait annoncé la couleur en prévoyant, en annonçant quelle devait être la direction prise par cette Union européenne. Donc l'Union européenne, c'est un mensonge. Ça n'est pas l'Europe, et ça n'est pas non plus une nation. On parle beaucoup de nation européenne, mais une nation européenne, pour cela il faudra avoir un peuple.
européen. Et il n'y a pas un peuple européen, il y a des peuples européens que l'on admire d'ailleurs dans leur spécificité et leur diversité. Et je crois qu'en cela, le projet du Front National, contrairement à ce qui est souvent répété, est extraordinairement moderne. Que c'est un mensonge que de faire croire que, bien au contraire, défendre la souveraineté, c'est un retour en arrière, c'est un repli sur soi, comme on l'entend très souvent. C'est un concept d'avenir à la nation et l'ensemble des pays du monde, les grands pays du monde le démontrent. Que ce soit d'ailleurs les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, la Chine, la Russie, tous sont des pays souverains qui défendent une politique économique qui est, souveraine, une monnaie qui leur est propre, le patriotisme économique. Tous ces pays, sans exception, font un retour à la nation parce que la nation, dans son fonctionnement, est l'entité la plus à même de défendre les principes démocratiques, car c'est la plus proche du peuple, mais également de nous donner envie de construire ensemble un destin commun. Et je vous dis cela car j'entends beaucoup également comme argument le fait que nous aurions un certain nombre d'alliés de l'extrême droite, comme ils disent un petit peu facilement, sans être capable d'ailleurs de donner la définition de ce qu'est l'extrême droite. En cela, je vous appelle toujours à refuser cette diffamation, car vous savez, l'extrême droite, ça répond à des critères précis. En sciences politiques, on ne met pas tout et n'importe quoi dans l'extrême droite sous prétexte que l'on est en désaccord avec la personne en face de nous, parce que selon leurs critères, à savoir notamment réguler l'immigration, et bien croyez-moi, Barack Obama serait bien plus à l'extrême droite que nous le sommes, selon eux. L'extrême droite, c'est l'autoritarisme, l'antiparlementarisme et la doctrine basée sur la race. Alors, concernant la doctrine basée sur la race, vous savez qu'au Front National, nous avons plutôt une conception à la Renan, j'ai envie de vous dire, puisque nous considérons que la nation, que la France n'est pas une race, mais qu'elle est une nation. Et qu'en cela, nous sommes en France, l'histoire d'un miracle, justement. Nous avons réussi à mêler dans un destin commun des peuples, c'est vrai, qui initialement avaient des cultures, des langues, des modes de vie très différents, en métropole même, puisque nous avons des Germains, des Slaves, des Latins, des Celtes, mais même bien au-delà de la métropole, avec des compatriotes du bout du monde. Je vous rappelle quand même que les Martiniquais ont été français avant les Niçois et avant la Haute-Savoie. Donc en cela, au Front National, en tant que défenseur de la nation française, il serait parfaitement incohérent de baser notre doctrine sur une race quelconque, même si nous considérons que, bien évidemment, nous sommes quand même les héritiers d'une culture, d'un mode de vie, de valeurs qui font la France, qui la constituent dans son identité et auxquelles doivent indéniablement se plier ceux qui viennent et qui rentrent sur le territoire. Non pas par souci, justement, pardonnez-moi, par souci de la concorde nationale. Parce que c'est peut-être malheureux à entendre, peut-être cela déplaît-il à certains, mais en France, on ne cache pas les femmes. On les admire, on les courtise. C'est d'ailleurs très français, fort heureusement. En France, oui, alors c'est peut-être malheureux, mais on mange du porc et on boit du vin. Alors ça en déplaît certainement également à certains, mais c'est ainsi, c'est comme ça. En France, on défend une conception démocratique et républicaine de la politique, et non pas je ne sais quel mode de régime autoritaire comme la charia. Et en cela, je crois qu'il est bon de le rappeler en ces temps où beaucoup de jeunes Français partent faire le djihad en Syrie, alors même qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi sur le territoire français. Nous sommes donc, en tant que jeunes, amenés à une responsabilité particulière, parce que je crois que c'est par la génération qui est la nôtre que les lignes bougeront, que nous arriverons à décomplexer un certain nombre de nos aînés, et peut-être en particulier les personnes âgées, qui parfois sont un petit peu plus frileuses que les autres, un peu plus sensibles à la diabolisation, puisque je crois que justement elles sont sensibles à ces arguments de l'extrême droite.
Je vous le disais, la doctrine basée sur la race, cela est balayé, l'autoritarisme. Autoritarisme pour un parti qui déjà dans son mode de fonctionnement est profondément démocratique, puisqu'il élit sa présidente et son comité central, mais qui est également l'un des rares mouvements à justement défendre le véritable référendum d'initiative populaire, le référendum sur tous les grands sujets, qui est le seul à défendre la souveraineté de la France et la véritable représentativité du Parlement avec la proportionnelle. En cela, c'est totalement aller à l'encontre d'un quelconque parti autoritaire. Il y a également l'antiparlementarisme. Je suis moi-même élu député de la nation, j'aurais du mal en cela à ne pas défendre le Parlement, je viens de vous dire à l'instant, puisque nous, notre souci, c'est justement que le Parlement puisse jouer son rôle à plein et retrouver sa légitimité justement à travers une vraie représentativité et en n'étant plus, comme il l'est aujourd'hui, la simple chambre d'enregistrement des directives ou des règlements qui émanent de Bruxelles. Donc sur ces trois critères simples, objectifs, qui sont censés définir l'extrême droite, nous n'en répondons à aucun. Donc ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas impressionner par ces manœuvres, car il s'agit bien d'une stratégie. C'est là l'objet, une stratégie sans justification d'ailleurs. Car lorsqu'on ne peut pas rentrer dans le débat politique, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On va sur la morale, on va sur la criminalisation de l'adversaire, et on empêche ainsi de rentrer sur le fond du débat technique et politique. Saint Jean l'Évangéliste disait « La vérité nous rendra libres ». Eh bien, je crois que c'est par cette vérité, petit à petit, que nous répétons aux Français que nous arriverons à retrouver notre liberté. On l'a entendu d'ailleurs, ce mot liberté, dans les trois interventions de ces jeunes, le mot liberté. C'est pas un vain mot. C'est vrai que la liberté, notre liberté aujourd'hui est mise à mal. Je dirais même plus, je crois qu'au-delà de notre liberté, notre existence en tant que France et Français est mise à mal. Puisque, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes l'objet, le résultat d'un miracle historique. C'est l'État en France qui a construit la nation. Ce n'est pas l'inverse, contrairement à l'Angleterre par exemple. L'Angleterre était une nation qui préexistait à l'État. En France, c'est l'État, par la centralisation monarchique et les guerres et les mariages, entre autres, et le génie après napoléonien, qui a fait que nous avons réussi à créer des liens justement entre ces populations extrêmement diverses. Et qui fait qu'aujourd'hui, un Breton, un Alsacien, un Corse ou un Guyanais arrive à se sentir français par la force de cet État. Alors, j'ai envie de vous dire que le projet européen tel qu'il est construit aujourd'hui est particulièrement néfaste pour nous, parce que justement il vide l'État de sa substance. Et le projet final, qui est d'ailleurs en train de se dessiner dans la réforme territoriale annoncée, c'est d'arriver à une forme de construction qui consisterait intercommunalité, région, Union européenne, en sapant totalement l'échelon de l'État et de la nation, afin justement de vider la particularité française de sa substance et en prenant ainsi le risque d'une profonde division. Parce que si nous raisonnons comme cela, qu'est-ce qui empêchera demain le sud-ouest de la France et la Catalogne de se réunir? Nous pouvons aller très très loin dans ce mode de fonctionnement. La France risque de se déconstruire. Et si vous ajoutez à cela en plus une immigration massive, incontrôlée, désassimilée de génération en génération, et bien évidemment vous accélérez ce processus de déconstruction. C'est pour ça que je vous dis, au-delà de la liberté politique que nous défendons, c'est bien de notre existence, de notre survie en tant que civilisation dont il s'agit. C'est pourquoi j'invite cette jeunesse de France à s'engager. Je dois dire que moi j'ai beaucoup moins de mérite qu'elle. Beaucoup moins de mérite qu'elle parce que je suis tombée dans le chaudron quand j'étais petit, dans la marmite, tel Obélisque, d'une certaine manière. D'ailleurs, en ce moment, ça s'y prête assez bien. Et en cela, je dois dire que j'ai un grand-père, et je l'en remercie d'ailleurs, qui a été un exemple de courage, de persévérance, d'abnégation dans sa vie. Qui m'a, c'est vrai, un peu poussé à l'engagement politique. Je ne suis pas sûre que je serais aujourd'hui devant vous ce soir s'il n'avait pas insisté. Parce que par 3 fois, je lui ai dit non pour ces élections.
Je lui ai dit non, peut-être par facilité, hein, comme beaucoup d'entre nous, parce que c'était pas le moment, parce que j'avais d'autres projets en tête. C'est jusqu'au moment où il a tenu l'argument qui a fait tilt. Il m'a dit, mais comment peut-on demander aux Français de s'engager? Comment peut-on demander aux jeunes de s'engager si même toi, venant de la famille dont tu viens, tu ne montres pas l'exemple? Et c'est vrai que cet argument m'a fait un petit peu réfléchir, même si bien évidemment je n'ai pas la prétention d'être un exemple. En tout cas, je me voyais mal ne pas répondre à cet appel d'une certaine manière, parce que on a tous, à notre échelle, la capacité de réagir de façon officielle et officieuse. Et l'image de la jeunesse de France est un atout indéniable pour le Front National, parce que nous sommes déjà, il faut bien le dire, en termes de communication, dans une époque du jeunisme. Mais en plus, ça désarme complètement les adversaires qui assènent que le Front National, c'est le passé, c'est ringard, et que son programme est totalement démodé. Donc, dans les grandes lignes, voilà ma grande introduction. Je suis également amenée à répondre à vos questions, si certains en ont sur des sujets précis, et si j'ai la capacité d'y répondre. Donc merci pour votre attention, et je m'en remets maintenant à vos questions. C'est le premier qui est le plus dur. Après, ça viendra tout seul. Alors merci Marion pour cette intervention. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, une question ici. Est-ce que tu penses que les jeunes ont une mission particulière ou une vision nouvelle à apporter pour la France? Et si oui, laquelle et comment il faut mettre ça en place? Alors, c'est vrai que pour nous c'est un exercice difficile parce que lorsque je suis arrivée à la députation, j'ai eu le choix de faire un peu la porte-parole des jeunes du Front National. Et je ne me suis pas du tout enfermée dans ce rôle-là parce que nous sommes que 2 députés à l'Assemblée. Et c'est vrai que je n'ai pas voulu me cantonner au rôle, on va dire, d'une certaine manière, de la jeune du Front National qui parle au nom des jeunes, qui s'intéresse uniquement au sujet des jeunes. Donc c'est vrai que c'est un exercice dans lequel je suis un petit peu mal à l'aise de devoir donner des conseils en particulier aux jeunes, parce que c'est vrai que le parcours que j'ai, moi, est un petit peu atypique dans la démarche. C'est vrai que je viens d'une famille qui est plutôt privilégiée, et c'est vrai que je n'ai pas forcément le vécu qu'on peut avoir certains jeunes qui, par le principe de réalité, ont eu cette espèce de lucidité, ce courage de s'engager. Moi j'ai grandi, j'ai été élevée dans un certain nombre de valeurs, et là mon grand-père me l'a rappelé, c'est du devoir en particulier qui fait que mon engagement est un peu particulier. Je pense oui que les jeunes ont un rôle, et je le vois de façon très pragmatique lorsque je fais des tournées un peu partout en France. Je vois beaucoup de parents dans les TGD ou les dîners débats qui viennent avec leurs enfants et qui me disent: moi j'ai voté pour la première fois au Front National avec mon fils de 18 ans ou ma fille de 18 ans lorsqu'elle est allée aux urnes pour la première fois. C'est-à-dire qu'en fait depuis longtemps ces gens pensaient peu ou prou la même chose que nous, et c'est la génération qui a suivi, et leurs enfants en particulier, qui leur ont dit: allez papa, maman, c'est bon maintenant, et le courage, viens faire comme moi j'ai voté Front National, donc maintenant suis-moi. Donc je pense que oui, il y a une espèce de... On prête à la jeunesse une espèce de candeur, d'innocence, qui d'ailleurs par ailleurs fondée sur certains aspects, qui veut qu'il est difficile de diaboliser forcément la jeunesse dans sa sincérité. Donc c'est vrai que je crois que la stratégie du Front National, en soi qui est une stratégie de justice, hein, parce que nous avions eu 130 candidats de moins de 30 ans aux législatives, nous sommes le parti de France qui a présenté le plus de jeunes également aux élections municipales, mais ça relève d'un choix, pas uniquement de communication, mais d'un choix qui se fait en cohérence avec le vote, simplement de ces jeunes, parce que nous avons envie de laisser cette place aux jeunes, de leur permettre de s'impliquer dans la vie politique française, de se former à travers l'outil du Front National, ce que font très très peu les autres partis. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a parmi vous des jeunes qui ont envie de faire de la politique, qu'il n'ait pas le complexe ou l'angoisse de s'engager, parce qu'au Front National, on leur laisse volontairement de la place, et pas uniquement de la place en tant que colleur et en tant que tracteur, même si bien évidemment cela est nécessaire, mais également pour faire leurs armes politiques
Donc venez participer à ce redressement, parce que croyez-moi, c'est un argument qui les met très très mal à l'aise. 1, 2, voilà. Ça marche. Y a-t-il d'autres questions? Levez la main. Oui. Le plus jeune d'entre nous. 1, 1. Plus élégant. Merci, tu es gentil. Je voulais te demander, je sais que tu es une émie. Ça ne marche pas. Allô, oui, ça va mieux. Bon, je sais que tu es une juriste, tu as le diplôme extrêmement intéressant, et je voulais honnêtement savoir si tu étais pour ou contre la suppression du Sénat. C'est une question, je crois, importante, d'autant plus qu'on sait que le Sénat coûte beaucoup d'argent. Sert-il encore aujourd'hui à quelque chose? C'est une bonne question, en effet, puisque nous sommes amenés à nous la poser, probablement dans le cadre de la restructuration des institutions. Personnellement, et c'est une ligne qui n'est pas encore officiellement définie, mais qui est partagée par un certain nombre de membres du mouvement, je pense en effet que la suppression du Sénat pourrait être une piste intéressante. Déjà parce que le principe de représentation des territoires me semble assez malvenu dans un État qui n'est justement pas un État fédéral, que nous sommes dans un pays jusqu'en 2017, mais même après, où le cumul des mandats avec justement des mandats locaux, sans être à la tête d'exécutif, est permis. Donc en cela, on peut dire que nos élus, pour beaucoup d'entre eux, ont un ancrage local et donc forcément l'expérience justement de ces élus de terrain et le contact avec ces élus de terrain. Donc c'est une espèce d'argument qui voudrait que l'Assemblée soit totalement déconnectée des petits maires ou des élus locaux est totalement infondée. Et puis quand on regarde même, ne serait-ce que l'histoire du Sénat, est-ce qu'aujourd'hui la nécessité d'une chambre haute et d'une chambre basse se justifie au vu de l'évolution de la société? Je ne le crois pas. C'est pourquoi, très honnêtement, je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux d'avoir une Assemblée pleine de ses pouvoirs et sa légitimité, et en effet un Sénat supprimé. Une autre question? Oui. Bonsoir Marion, bonsoir tout le monde. Je me présente, lycée Jean-Luc, conseiller municipal de Marine avec Nathalie, l'homme des lignes. Donc voilà, j'ai pu vous poser, on a fait 25%, c'est une grande victoire. Mais est-ce que tu penses que tous les gens qui ont été Front National ont envie vraiment de sortir de l'Europe? Et plutôt comment dire ça, rester à l'Europe, mais pas cette Europe-là? D'accord. Alors oui, alors moi je ne sonde pas les cœurs et les reins, donc je vais avoir du mal à donner précisément la motivation de l'ensemble des personnes. Ce que j'ai envie de rappeler, et je pense que les Français en ont bien pris conscience, c'est que, si vous voulez, la construction européenne, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, dès ses origines était biaisée. C'est-à-dire qu'on aurait pu partir au départ sur une espèce d'Europe néo-carolingienne avec 6 pays structurellement à peu près équivalents économiquement, construire des barrières douanières européennes, mettre en place une préférence communautaire. Ça avait été vraiment très vaguement envisagé dès le départ, et en réalité dès 1992, cette espèce de politique qui aurait voulu une Europe, une Union européenne véritablement dans la défense de ces pays européens, a totalement été abolie. Ce qu'il faut bien que les Français comprennent, c'est que l'espèce de débat qu'on a eu pendant les élections européennes, à savoir la nécessité d'une majorité de droite ou d'une majorité de gauche, est totalement biaisée. Parce que qu'est-ce que condamnent aujourd'hui les Français et les peuples européens dans cette construction européenne? C'est la doctrine économique principalement, mais la doctrine économique qui est celle d'une doctrine ultra-libérale et qui est une doctrine de libre-échange total. C'est-à-dire que non seulement l'Union européenne crée une concurrence déloyale intra-européenne entre les pays, avec ce marché commun, mais aussi extra-européenne, puisque en effet elle n'a eu de cesse d'année en année d'abolir les droits de douane, de les réduire au maximum avec beaucoup de pays du monde. On a encore voté à l'insu notamment des Français d'ailleurs un traité de libre-échange avec le Canada il y a quelques mois de cela. Le traité de libre-échange avec les États-Unis est en cours. Et donc il y a donc une condamnation, je pense sincèrement, de l'orientation économique de l'Europe. Le problème, c'est que contrairement à ce qu'on essaie de nous vendre, le Parlement européen, dans une majorité différente, sachant qu'il y a déjà eu une majorité de droite et de gauche, n'est pas capable de changer cela. Parce que le libre-échange, la libre circulation des hommes, des capitaux et des biens
est sanctuarisé dans les traités. C'est sanctuarisé dans les traités. C'est-à-dire que les commissaires européens ou les parlementaires de l'Union européenne ne sont pas en mesure d'aller à l'encontre de cette doctrine-là. Seul un gouvernement souverain peut être en mesure, par voie référendaire, de renégocier les traités. C'est ce que nous sommes, nous, amenés à faire. Je crois que le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que le débat d'une autre Europe, il a été assez vendu et assez démenti. C'est-à-dire que ça fait 35 ans que ce soit le PS, les Verts ou le RPR et maintenant l'UFP, nous vendent à chaque élection une autre Europe. Il faut changer l'Europe, il faut réorienter l'Europe, il faut plus protéger l'Europe, il faut mettre des barrières à l'Europe. Et chaque fois, si vous voulez, cela ne se fait pas parce que cette Europe est devenue totalement irréformable par déjà l'élargissement à outrance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, réformer une structure dans laquelle il y a 28 pays différents devient complètement aberrant. Et ensuite, parce que la main est donnée à des commissaires non élus. Il faut savoir que la Commission a le monopole de l'initiative parlementaire. C'est-à-dire que c'est elle qui propose au Parlement le vote de telle directive ou de règlement. Ensuite, elle a entièrement dans sa main un certain nombre de politiques comme la politique commerciale. C'est-à-dire que ce ne sont plus les États et ce n'est pas le Parlement français élu qui gère cette politique commerciale, c'est intégralement les commissaires européens. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment la main, si vous voulez, sur ces structures. Il en est même pour la politique monétaire. On parle en permanence, il faut d'évaluer l'euro est trop fort. Imaginons, partons du principe même que l'Allemagne accepte de baisser l'euro, ce qui est totalement inenvisageable, du fait même qu'elle tire bénéfice justement de cet euro fort dans la vigueur de ses exportations. Et bien, cela est totalement impossible puisque la Banque Centrale Européenne est indépendante. Donc les États mentent lorsqu'ils vous disent qu'ils ont la capacité de faire dévaluer l'euro dans la structure même. Pour bien comprendre pourquoi cette espèce de machine est aujourd'hui inapte à la réforme, imaginez un Parlement dans lequel vous avez 766 élus et dans lequel vous avez un parlementaire italien qui va répondre... donc 766 élus, 28 langues officielles, et dans lequel vous allez avoir, 25, et dans lequel vous allez avoir un parlementaire italien qui va répondre à l'intervention ironique du Bulgare. C'est impossible, vous voyez ce que je veux dire? C'est strictement impossible d'avoir des débats réels, techniques, politiques dans une assemblée qui est aussi hétérogène et une machine aussi lourde. C'est pourquoi d'ailleurs à terme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un secret, hein. Se sont mis en place ce qu'on appelle des espèces de trilogues, qui sont des espèces d'espaces de décision à huis clos, voilà, en tout petit groupe, ouverts d'ailleurs allègrement au lobby, où en réalité les véritables décisions se prennent ici. Et après, on va inviter les parlementaires à déjeuner, on va, par un certain nombre de processus, les amener à voter des textes ultra complexes et ultra nombreux, parce qu'il faut voir aussi l'agenda du Parlement, sur lesquels ils n'ont pas véritablement les moyens de se concerter. C'est pourquoi, au Front National, on affirme, de façon pas évidente d'ailleurs, hein, parce qu'on ne peut pas nous traiter de démagogues sur cette question-là, que vendre une autre Union européenne, c'est un mensonge. C'est pourquoi on ne peut que déconstruire pour reconstruire. Ça n'empêche pas d'avoir un projet européen. On nous dit oui, mais Erasmus, Erasmus c'est 85. On était très très loin de l'Europe intégrée telle qu'on était aujourd'hui. L'Europe d'Ariane et d'Airbus, c'est une coopération interétatique. C'est pas un État fédéraliste, c'est pas l'Europe fédérale qui a fait ça. Donc si vous voulez, on fait simplement le choix de la vérité aux Français en leur disant voilà, l'autre Union européenne, c'est impossible dans l'état actuel des choses vu le fonctionnement des institutions. Ça va si loin d'ailleurs que je vous signale que parmi les déclarations que j'ai entendues au lendemain de l'élection européenne, j'ai entendu un sénateur PS notamment dire oui, il va peut-être falloir se pencher pour modifier les modes de scrutin quand même. Parce que ça vote pas très bien. Donc c'est vous dire que de toute façon la machine est enrayée complètement. C'est pourquoi le seul moyen c'est de revenir par voie référendaire à une forme de souveraineté d'État qui nous permettront de construire une coopération interétatique et non pas cette Union européenne. Une autre question? Oui. Bonsoir.
Alors moi j'aimerais tout simplement savoir quelle est la position du Front National sur l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne, premièrement. Gros suspense. Et vraiment savoir, maintenant qu'on est le premier parti de France, vraiment savoir ce qu'il va en être. Et sur la fameuse histoire léonardienne. La compile du Broc. Alors, concernant l'adhésion de la Turquie, déjà, il faut savoir que le fait, on vous répète également que l'adhésion de la Turquie n'est absolument pas envisagée, que tous les processus sont arrêtés. On pourrait d'ailleurs se féliciter pour un pays qui encore récemment a interdit l'accès à YouTube et Twitter, qui a réprimé dans le sang pendant des mois un certain nombre de protestations, qui a encore sur une partie de son territoire continué à appliquer les lapidations sur les femmes. Donc ça pourrait être quand même bien heureux, sans parler de l'argument quand même assez justifié qui veut que la Turquie n'est pas dans l'espace géographique européen. Mais malheureusement, vous savez que les chapitres d'adhésion n'ont jamais cessé de s'ouvrir, y compris sous Nicolas Sarkozy. Sous Nicolas Sarkozy, plusieurs chapitres d'adhésion ont été ouverts, et je tiens à vous faire savoir d'ailleurs que le candidat, l'ex-candidat à la présidence de la commission qui était portée par le Parti populaire européen, à savoir celui dans lequel appartient l'UMP, a fait savoir qu'il était pour l'adhésion de la Turquie. Donc ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'est malheureusement pas encore en cours. C'est évidemment dans leur projet. Évidemment, le Front National s'oppose à l'entrée à la Turquie, indépendamment de tous les arguments que je viens de vous donner, qui ne paraissent pas anodins, parce qu'on a ne cesse de parler la main sur le cœur des droits de l'homme et de, de critiquer Vladimir Poutine, qui est ignoble, tortionnaire, autoritaire, considération que l'on a assez peu lorsqu'il s'agit de nos alliés du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, qui sont parmi les pays autoritaires, esclavagistes, dans lesquels s'applique la charia et qui n'ont aucun scrupule à faire crever 40 Népalais pour construire un stade de foot. Mais là, c'est pas grave. Là, c'est pas important. Concernant l'affaire Leonarda, il semblerait qu'elle ne soit pas finie, puisqu'en fait, je pense que tu faisais référence à une note des services qui est parue, notamment qui a été reprise dans Valeurs Actuelles, me semble-t-il, et dont on a eu confirmation que, semble-t-il, le père de Leonarda s'attachait en ce moment à récupérer la nationalité serbe ou croate. En fait, a priori, c'est l'une ou l'autre, et dans les deux cas, nous sommes tenus par un certain nombre d'accords, maintenant au sein de l'Union européenne et de l'espace Schengen, qui veut qu'une fois cette nationalité obtenue, nous ne serons plus en mesure de pouvoir leur interdire le territoire, puisqu'ils seront amenés à circuler parfaitement librement et en toute légalité sur le territoire français. Donc merci l'UMP et le PS pour ces merveilleux accords qui permettent à toute l'immigration immorale du monde de venir profiter de notre protection sociale. Une autre question. Oui. Monsieur Delattre. Bonsoir Marianne. Je me présente à Eloane, je fais partie de la 6e circonscription du Pas-de-Calais, permanence de C. Laurent Bresse. Donc j'ai été invité par mon ami Jean-Baptiste. Et ma question est simple. On a vu tout à l'heure, je suis d'accord avec monsieur sur le Sénat. C'est justement, on sait que Marine est contre le Sénat, que le fédérateur qui font le Sénat. Parce que c'est vrai, c'est des gens qui sont payés pour rien. Les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Non, mais les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Des sénateurs en quelque sorte. Je suis d'accord avec les sénateurs, ça sert à rien. Les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Que ça aille après au Sénat, ils disent oui ou non, ça repasse après à l'Assemblée nationale. C'est eux qui décident. Donc voilà. Donc justement, ma question c'est est-ce que pour les prochaines sénatoriales, Marine va, enfin le parti va proposer des sénateurs Alors le problème, si vous voulez, qu'on a, c'est que le pire, en l'état actuel des choses, serait de faire la chaise vide. C'est-à-dire que, bien évidemment, on est amené aujourd'hui à reconsidérer la structure même institutionnelle de la France, mais ce serait une erreur que de ne pas participer à cette élection.
parce que nous avons trop peu d'élus par rapport à la représentation qui devrait être la nôtre. C'est pourquoi je crois que, voilà, au vu du contexte, le Front National ne peut pas se permettre de ne pas obtenir potentiellement de nouveaux élus nationaux. Parce que de nouveaux élus nationaux, c'est une légitimité supplémentaire, c'est une tribune médiatique supplémentaire, c'est l'accès à un certain nombre d'informations et de débats auxquels nous n'avons pas accès pour le moment. Donc si vous voulez, c'est un petit peu lorsque l'on va aujourd'hui au Parlement européen combattre l'Union européenne. Le but, c'est pas de légitimer l'institution, mais le but, c'est d'y avoir accès de l'intérieur pour en tirer le maximum de bénéfices pour notre mouvement interne. Donc oui, il y aura des candidats au sénatorial. Ce serait une entrée historique. Nous n'avons jamais eu de sénateur si c'est le cas. Vous savez que pour les modes de scrutin, c'est très compliqué. Il y a deux modes de scrutin, scrutin majoritaire et scrutin proportionnel dans les endroits où il y a plus de 3 sénateurs. C'est vrai que potentiellement, dans les scrutins proportionnels, on peut avoir des élus. Donc, Monsieur Larsen est de retour. Donc voilà pourquoi nous présenterons des élus. Ce qui ne n'empêchera pas à terme de mener une réforme, mais parce que très honnêtement, je crois que les Français, les sympathisants nationaux sont sous-représentés. Il faut, nous en voudrait de ne pas leur donner l'occasion, je crois, d'avoir des élus nationaux supplémentaires. Une autre question? Oui. Oui, bonjour. Et le gouvernement, par la voix de Laurent Fabius, a refusé l'envoi de policiers chinois à Paris afin de protéger les touristes qui sont victimes de rackets et qui ont beaucoup de liquidités sur eux. Qui sont victimes de l'affaire des robes, de l'affaire des pickpockets. Et alors je ne comprends pas, parce que je me souviens que des policiers roumains étaient venus à Paris, puis à Lille, et visiter les camps de Rome, justement, et qui étaient plus spécialement de Roumanie. Or, je ne comprends pas l'attitude du gouvernement français par la bouche de Laurent Fabius, qui refuse le concours de policiers chinois pour venir épauler la police française. Par rapport, et ensuite, j'ai une deuxième question à vous poser. Quand vous avez été élu député, je me souviens qu'il y a 2 personnalités qui ont refusé de vous serrer la main. Il y avait Copé et qui était la deuxième personne. Et en plus, je voudrais ajouter que c'est la gauche et la droite qui ont fait pour que la Roumanie et la Bulgarie fassent partie de l'Union européenne. Il y a plusieurs questions. Pour être très honnête, je n'ai pas suivi cette histoire de policiers à Paris. C'est quand même malheureux que nous en soyons à devoir en effet accepter la proposition de concours de policiers étrangers, mais c'est malheureusement, ça ne me surprend pas parce que vous savez que déjà sous Nicolas Sarkozy, il y a eu une baisse de 20% du budget de fonctionnement des forces de l'ordre, 13 500 postes de policiers en moins. Pour entrer un petit peu dans le détail pratique du quotidien et pour avoir rencontré un certain nombre de commandants de gendarmerie ou de commissaires de police, ils me le disent, hein, ils en sont à compter les feuilles de papier. À compter les feuilles de papier, les agents viennent avec leurs propres stylos, ils n'ont plus de budget pour payer les stylos, sont obligés d'annuler des rondes parce qu'ils ne peuvent plus payer l'essence ou réparer les voitures. C'est vous dire quand même dans quel état se portent aujourd'hui ces forces de l'ordre qui en plus sont soumises à une exigence administrative de plus en plus pesante et de plus en plus forte, puisque non seulement on les met en sous-effectif, mais en plus on aggrave, et ça c'est aussi le propre de l'Union européenne dont on vient encore très récemment d'adopter une directive sur le droit à l'information dans le cadre de la procédure pénale, qui complique encore un peu plus le travail des policiers en ajoutant des exigences de procédure, des interprètes, des documents à donner, en plus aux suspects libres dans le cadre de la garde à vue.
Bref, si vous voulez, on a déjà une procédure pénale qui est totalement enrayée, mais en plus de surcroît, on ne donne pas les moyens aux policiers d'accomplir leur travail. Donc, après, je ne sais pas précisément cette histoire-là, malheureusement, j'ai pas suivi. Concernant les personnes ayant refusé de me saluer, je suis quand même agréable de vous donner toutes leurs noms, parce qu'il n'y en a pas eu que 2, il y en a eu une immense majorité. Donc M. Copé, c'est peut-être pas sans le savoir, qui d'ailleurs toujours pas salué, ni M. Fillon d'ailleurs, hein, toujours pas salué depuis, pourtant je le mets régulièrement sous son nez à la buvette, mais il m'ignore ostensiblement, mais on a parfois quelques surprises, puisque c'est vrai que certains nombres refusent de me saluer et font la moue en me voyant, et puis d'autres sont absolument délicieux de façon un peu étonnante, comme M. Mamère par exemple. Ça me fait un peu peur d'ailleurs, je ne sais pas comment interpréter. Mais oui, donc, la fois dernière, pareil, j'ai un député communiste qui a débarqué dans mon bureau, super sympa, avec son copain, qui lui pour le coup était con, en s'asseyant dans mon bureau, en me proposant un coup à boire, enfin, de temps en temps des choses comme ça, un petit peu surprenantes, ou des petites marques de sympathie, de temps en temps, par petits mots glissés lors de l'hémicycle, mais c'est vrai que globalement, je dois dire qu'à droite, ils se sont un petit peu détendus, à partir du moment où ils ont vu que je ne mordais pas. À gauche, ça reste quand même majoritairement hostile, même si à plusieurs reprises, il m'est arrivé à voir M. Hérault venir me saluer. M. Payon également, mais je l'ai vu. Je veux dire, dans ce jour-là, je n'ai pas les yeux en face des trous, faut croire, parce que j'étais assise donc, en commission, et j'étais la tête dans mes mails, et je faisais pas attention à ce qui passait autour, et je vois un monsieur qui traverse, grand sourire, qui me serre la main, quand je le regarde, mais vraiment complètement désintéressé. Hein. C'est marrant, il va s'asseoir à la place du ministre, c'était M. Payon, qui a eu la délicatesse de venir me saluer, et avec qui j'avais marqué un désintérêt marqué, pour le coup. Donc c'était assez cocasse. Bon, très honnêtement, voilà, même s'il n'y a pas une autarcie ignoble, on sent qu'ils sont quand même très frileux politiquement, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un amendement voté en commun, il n'y a jamais une proposition de co-signature d'amendement ou proposition de loi. Ils sont quand même extrêmement méfiants, et je dois dire qu'ils sont beaucoup plus avenants quand les caméras ne sont pas là que quand les caméras sont là. Hein. Parce que là, quand il n'y a pas les caméras, ils m'embrassent tous comme du bon pain, en me disant qu'ils sont tous d'accord avec moi et ce que j'ai dit était merveilleux. Et puis dès que les caméras reviennent, on devient tout de suite beaucoup plus frileux. Et j'ai oublié la troisième question. Donc je ne sais pas. C'est la gauche comme la droite qui ont fait en sorte que la Roumanie et la Bulgarie entrent dans l'Union européenne. Absolument. Mais alors là, c'est une affirmation, c'est une question. Que je confirme. Je confirme. Alors encore 2 questions, et après on va passer au bar. Par exemple, en plus, M. Copé, vous irez le voir en prison pour l'affaire Koubalou. Bonjour, Marie-Marie. Je vais vous poser une question par rapport au Front National, justement. C'est que, en tant que jeune, je suis d'accord avec l'idée du Front National, je suis toujours voté Front National. Par contre, il y a une chose à laquelle le Front National ne répond pas comme question, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite. Parce que moi je suis jeune et je vois le monde dans lequel on vit, le monde va mal, clairement. On exploite les ressources qui ne sont pas illimitées. Le Front National ne parle jamais d'écologie, ou très rarement, c'est peut-être moi qui me suis mal renseigné, mais les vieux thèmes d'il y a 30 ans, l'immigration, etc., le retour au franc, ça aura des conséquences sur le pays, ça aura des conséquences sur la politique internationale. Donc moi j'aimerais bien savoir, qu'on me dise un peu, est-ce qu'il y a un programme, est-ce qu'il y a un nouveau modèle de société qui est prévu pour l'après Front National, si jamais Marine Le Pen était élue. Pour l'instant, moi je ne suis pas convaincu, malgré que je sois partisan Front National. D'ici 2017, j'espère que vous aurez des réponses à nous apporter sur les sujets d'écologie et sur les sujets d'un nouveau modèle de société. Vous critiquez, tout à l'heure vous avez évoqué l'emmener avec la technocratie américaine, etc. Je pense qu'il est grand temps qu'on reconsidère le mode de vie occidental, la société de consommation telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est des sujets qui ne sont pas abordés par le Front National. Donc le Front National, est-ce qu'il a envie de retourner au front pour faire comme avant, mais différemment, ou est-ce qu'on a vraiment envie de changer de modèle de société?
c'est vraiment une question de vote en tant que jeune. On reviendra peut-être sur la deuxième question, j'ai pas trop compris la fin, sur le retour au front comme avant, mais sur l'écologie. Déjà, l'écologie, c'est en tout cas, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, une imposture assez amusante, parce que la politique écologique, à la base, c'est une politique qui est venue de la droite, et absolument pas de la gauche. En raison notamment des thèmes principalement identitaires, puisque à l'écologie s'attachait le respect et la défense de paysages, d'un environnement, d'une faune et d'une flore, d'un savoir-faire et d'un terroir. Donc on va dire que c'était plutôt des thématiques qui étaient originellement de droite et qui ont été petit à petit, par glissement, capturées par la gauche et principalement par l'extrême gauche, sous une forme de dissimulation d'ailleurs. On va faire souvent des pastèques. En disant, elles sont vertes à l'extérieur et rouges à l'intérieur, c'est-à-dire sous prétexte du combat, c'est vrai, philanthropique qui est largement partagé de l'écologie, et qui en réalité derrière se dissimule principalement la défense d'une forme d'internationalisme, l'abolition des frontières, de régularisation massive des étrangers, de droit de vote des étrangers, enfin bref, un certain nombre de choses qui n'ont strictement rien à voir avec l'écologie et qui me paraissent en profonde contradiction avec même, j'ai envie de vous dire, le principe de l'écologie. C'est vrai que vous avez raison, peut-être pêchons-nous un petit peu dans le détail pour ce qui est de l'écologie, puisque en fait on s'en est surtout tenu dans le programme du Front National à défendre un modèle de société, pour le coup, en matière d'écologie, qui nous paraît assez cohérent et beaucoup plus à même que les politiques écologiques qui sont menées aujourd'hui et qui sont complètement aberrantes. L'agriculture américaine, qui est une agriculture ultra-productiviste, rentre en concurrence directe avec une agriculture qui reste encore pour nous quand même largement familiale, de petites structures et de circuits courts, qui évidemment ne pourra pas tenir la concurrence. Donc c'est vrai que c'est un choix de modèle de société. En revenant à un contrôle des frontières, on peut aussi forcer nos partenaires commerciaux à une forme d'exigence sociale, environnementale, sanitaire, où on peut jouer le jeu que veulent les États-Unis, à savoir du libre-échange total, et se faire inonder par des normes qui me semblent éthiquement et écologiquement tout à fait condamnables. Après, c'est à voir ce que nous pouvons en faire. Je crois que beaucoup de nos partenaires européens sont dans le même état d'esprit que nous. Comme je vous le disais, l'Union européenne, c'est un marché de 300 millions de consommateurs. Très honnêtement, c'est quand même la moindre des choses que de pouvoir utiliser ce rapport de force pour justement tirer le monde vers le haut et ne pas faire la course au moins-disant social, où celui qui respecterait le moins de normes, exploiterait le plus des gens, aurait les salaires les plus bas, serait finalement ceux qui s'enrichissent le plus, puisque, quoi qu'on en dise, la mondialisation telle qu'elle est construite aujourd'hui, eh bien, elle favorise quand même une forme d'esclavagisme moderne qui est très très loin des droits de l'homme dont veut bien parler en permanence le gouvernement. Voilà, dans les grands livres. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Une dernière question avec un jeune élu de Wascal. Bonsoir Marion. Je suis ici Salon, conseiller municipal à Wascal. Pour en revenir un peu à la jeunesse, je voulais simplement savoir ce que tu penses de cette initiative du groupe de Génération Identitaire qui ont fait les fameuses tournées de sécurisation dans les transports en commun à Paris, à Lyon et même ici à Lille. Est-ce que c'est une bonne solution qui est amenée à développer davantage à l'avenir, ou est-ce qu'il faut au contraire plutôt condamner les policiers? Simplement, est-ce qu'on peut avoir le détail, parce que je n'ai pas. Qu'est-ce qui faisait précisément qu'on a suivi l'histoire? En fait, ils s'organisaient en groupe de jeunes avec des petits caouets jaunes qu'on a bien visibles. Et ils faisaient des descentes comme ça dans le métro, dans les tramways, pour sécuriser entre guillemets les transports en commun, rassurer les gens. Et puis, je ne sais pas si ils en avaient l'intention et peut-être même intervenir dans des cas d'agression, etc. Si vous voulez, moi je conçois que le bloc identitaire, qui soit un tout petit mouvement
mouvement et besoin de l'agite propre pour exister. Hein. C'est un mouvement qui fonctionne beaucoup sur les opérations de mouvement et la communication. Pour ça, d'ailleurs, ils sont, il faut bien dire, assez originaux et percutants la plupart du temps. Mais je ne veux pas vous dire que c'est un modèle de société que je défends. Non, moi, personnellement, les milices privées et citoyennes dans la rue pour défendre les citoyens, voilà, au-delà d'une simple opération de communication qui fait un peu parler, ça c'est encore autre chose. Défendre comme modèle de société, non, bien sûr que non, parce que ça peut amener un certain nombre de dérives. Moi, j'estime qu'une société qui se fait justice elle-même, c'est la société du chaos. Je ne dis pas qu'on ne va pas y parvenir à terme, parce qu'aujourd'hui nous avons atteint un tel degré d'injustice, de laxisme et d'insécurité que c'est vrai qu'aujourd'hui les citoyens petit à petit vont être amenés à se faire justice eux-mêmes. Mais j'espère que le Front National arrivera suffisamment tôt aux affaires pour empêcher justement ce phénomène qui pour moi est l'inverse de la civilisation. Je viens de vous le dire, pour moi c'est le chaos, c'est la porte ouverte à toutes les dérives possibles et imaginables, et c'est surtout la possibilité pour les riches de se protéger et de se préserver quand les pauvres, eh bien eux, n'auront que leurs bras pour se défendre. Donc bon, voilà l'opération de communication. Très bien, ça me permet d'attirer l'œil sur un problème, c'est vrai, qui est récurrent dans les transports en commun, mais comme modèle de société, sûrement pas. Alors, je vais appeler Sylvie Godine, votre député européen, nouvellement élue sur cette... Madame Taubira, on va finir cet apéro débat. Alors, il y a petite Jeanne qui offre un petit coup de cœur. Ah, Marion. Bravo. Alors, Marion vient de me dire la chanson de casserole. Féminisation partie. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi un chant pas de c'est la Marseillaise, c'est la couleur. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le verre de l'amitié nous invite toutes et tous à prendre le verre de l'amitié de l'autre côté. Merci à tous.